Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la culture. Et d'abord, l'Afrique au-delà des clichés, nous parlerons de Sababou, un film entre réalité et fiction avec Tikenja Fakoly. Et puis littérature en compagnie d'Emmanuelle Bernheim. Dans son roman Tout s'est bien passé, elle raconte comment elle a aidé son père à mourir. Enfin, une exposition stupéfiante, elle explore les rapports entre l'art et la drogue. Bonjour donc à Emmanuelle Bernheim. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, dans Tout s'est bien passé, votre nouveau roman, vous racontez comment un jour votre père vous demande de l'aider à en finir. Ce sont les mots qu'il a employés. Alors évidemment, le suicide assisté, c'est un sujet de société qui fait pas mal débat ici en France. Justement, est-ce que ce livre, vous l'avez conçu comme un témoignage à l'usage de tous, ou alors c'était pour vous une nécessité personnelle? Non, c'était d'abord pour moi vraiment une nécessité. C'est-à-dire que cette histoire, enfin ce que j'ai vécu quand mon père m'a fait cette demande à la suite d'un AVC où il s'est retrouvé donc hémiplégique, alors que c'était un homme très très actif, qui sortait beaucoup, qui voyageait, donc il n'a pas supporté cet état de semi-légume, enfin, et de dépendance. Donc quand il m'a fait cette demande, je veux que tu m'aides à en finir, je le connaissais, je savais que c'était la solution pour lui. Donc j'ai accepté. Et ça a été littéralement un parcours du combattant, parce qu'on est en France, on ne peut pas le faire. Ouais. Mon père ne souffrait pas physiquement, donc il ne s'agissait pas ni d'une piqûre de sédatif, ni de débrancher une machine, parce qu'il n'était pas branché. C'était vraiment une souffrance psychologique. Il avait 88 ans. Son état ne pouvait pas s'arranger. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ce... Voilà, comment on fait, et vous racontez effectivement tout ça. Je raconte la Suisse, la Suisse, puisque ça s'est passé là-bas. Évidemment, on ne peut pas anticiper de se retrouver dans cette situation. Non. Est-ce que, avant justement d'être confronté à cette question-là, vous aviez un point de vue sur le suicide assisté, sur l'euthanasie? Oui, enfin, j'ai toujours eu en tout cas un point de vue sur la liberté et sur le fait que, voilà, que la liberté de mourir comme on l'entendait me paraissait essentielle. Je ne pensais pas particulièrement à mon père. Comme il était très aventureux, très téméraire et très casse-cou, je pensais qu'il mourrait d'un coup. Enfin, en voyage, d'une embolie pulmonaire, enfin, d'une imprudence, parce qu'il en faisait beaucoup. Je pense que lui aussi imaginait qu'il mourrait comme ça. Donc je ne pensais pas particulièrement à mes parents. Mais j'ai toujours pensé pour moi, par exemple, que voilà. C'est une liberté que vous voudriez avoir. On va continuer à en parler parce que vous faites aussi évidemment un beau portrait de votre père dans ce roman. Et il était, vous l'avez raconté, voyageur. Donc je vous propose justement qu'on parte en Côte d'Ivoire où a été tourné Sababou, comprenez Espoir en mandingue. À la frontière de la fiction, ce documentaire raconte le combat de citoyens africains pour améliorer leurs conditions de vie. Une vision de l'Afrique rarement montrée sur nos écrans, comme nous l'explique Anne-Sophie Pellegris. Sababou claque définitivement la porte aux clichés. Dans son documentaire, Samir Benchir montre une Afrique qui saisit ses problèmes à bras-le-corps, bien loin de l'image d'un continent embourbé. J'ai découvert une grande différence entre ce qu'on racontait dans les médias, ce qui se passait sur place. Et ça m'a vraiment beaucoup choqué de me dire que certes, il y a des problèmes importants, mais il y a une très grande force dans la jeunesse. Je me suis dit, la meilleure chose à faire, c'est pas moi de créer un projet, mais de valoriser ce qui existe déjà. Et comme je voulais faire du cinéma, je me suis dit, je vais me lancer un défi, je vais faire un film. Sababou raconte l'histoire de 3 fous d'espoir. Diapson, le reggaeman militant, Michel, l'oreille des détenus non jugés, et Rosine qui lutte tant bien que mal contre les violences en milieu scolaire. C'est pas parce qu'on est petit qu'on ne peut rien faire. Les grands, eux, ne savent pas ce qu'on vit. C'est nous qui savons ce que nous vivons. En plus de ces 3 héros anonymes, Samir Benchir ajoute une star dans son casting, le reggaeman ivoirien Tikenja Fakoly. En 2010, il a posé son micro pour aller sonner à la porte des 2 candidats à l'élection présidentielle de Guinée. J'ai décidé que le micro ne suffisait pas, qu'il fallait poser des actes. Personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Une démarche d'espoir et d'indépendance qui n'a pourtant convaincu qu'un petit nombre de diffuseurs français.
Sur une sortie qu'on avait prévue sur 20 copies, au final on n'en a que 8. J'ai expliqué ce rejet par justement le fait que c'était tellement inhabituel pour eux cette démarche que ça n'a pas du tout engendré d'empathie de leur part. Voilà. Le film est actuellement diffusé en France et sera sur les écrans de Ouagadougou et d'Abidjan en juillet prochain. C'est au tour du public de juger. Et voilà pour le film Sababou. Je le disais juste avant le sujet, Emmanuelle Bernheim, vous dressez un portrait de votre père, assez intime, vous révélez pas mal de détails sur sa vie. Où est-ce que vous avez fixé la limite ? Je voulais lui être fidèle, c'est-à-dire je voulais pas donner une fausse idée de lui, ni en faire un père parfait, ce qu'il était loin, très 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 loin d'être. Vous avez une relation d'ailleurs assez abrupte, hein, oui, parce qu'il était tout sauf paternel. Il pouvait être amical, très séducteur, très séduisant. Enfin, il avait beaucoup de charme. Mais ce n'était pas un père. Bon, quand je raconte que quand j'étais petite, il m'a fait sauter d'un train en marche parce qu'il s'était endormi, il avait oublié l'arrêt, etc. Bon, enfin, c'était tout sauf un homme protecteur. Et donc ça, je ne voulais pas, tricher. De même que mon père était homosexuel et que c'était une composante très importante de sa personnalité. Je pense que ça occupait, enfin, la drague et tout ça occupait une part très importante de son existence. Donc, passer ça sous silence, il fallait une sorte de fidélité à ce qu'il était. Ça aurait été une trahison, ou alors, en tout cas, en faire un portrait incomplet, ce que je ne souhaitais pas faire. Je voulais vraiment rendre justice à ce qu'il était, dans la vie. Il était. Pour revenir à ce sujet de l'euthanasie, il y a un film, je pense que je ne sais pas si vous l'avez vu, Quelques heures de printemps. Non, je ne l'ai pas vu. Voilà, avec Vincent Lindon qui revenait. J'ai noté une phrase dans votre roman, c'est la femme qui s'occupe de l'association suisse à laquelle vous faites appel justement pour accompagner votre père et qui dit « Avant, les choses se faisaient comme ça sans en parler, mais maintenant », elle fait référence justement aux affaires précédentes. Cette médiatisation finalement du débat sur l'euthanasie, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est difficile. Évidemment, il faut en parler parce que là, ce qui s'est produit pour nous, c'est-à-dire devoir aller en Suisse. Alors bon, dans notre cas, quand je dis notre, je parle de mon père, de ma sœur et de moi, enfin de ce qu'on a fait, c'est-à-dire de cette mort. Nous, c'était un suicide assisté. Donc c'est quand même très différent. C'est-à-dire mon père a pris lui-même le verre avec une première potion destinée à l'empêcher de vomir, la deuxième qui allait être très amère, etc. Donc c'était vraiment un geste volontaire de sa part. C'était un geste actif. C'était pas une piqûre. C'était donc, comme je le disais, pas une chose qu'on débranche. Il était totalement conscient, en pleine possession de ses moyens intellectuels. Il savait ce qu'il faisait. J'insiste là-dessus parce que c'était aussi très important pour nous, pour ma sœur et pour moi, de savoir que ce geste était le sien. Et il avait un calme et un optimisme, d'ailleurs, pardon, je vous coupe, mais qui était important, j'imagine, pour vous dans ce processus de décision. Totalement. Ça lui faisait presque plaisir, hein, si on peut le dire comme ça. Oui, je pense que la perspective de pouvoir choisir sa mort, enfin choisir de mourir, lui a littéralement sauvé sa fin de vie. Enfin, ça a fait que ça a été son dernier projet, ça a été un vrai projet de mourir. Vous voyez, au lieu de se laisser mourir de faim ou de s'enfoncer dans une dépression liée à sa dépendance et à cette vie intolérable, cette demi-vie intolérable, il y a eu ce projet qu'on a partagé, ses filles et lui, qui était en plus un projet donc un peu secret, en tout cas au début, donc un peu comme ça. Enfin, on a comploté quelque chose et ça a été son dernier projet. Ce qui fait que, d'une certaine façon, c'était quelque chose de très positif et non pas un désir morbide ou mortifère ou dépressif. C'était quelque chose d'actif. Et à faire ensemble. Oui. On va s'arrêter là pour l'instant, Emmanuelle Bernheim, mais juste, il était grand amateur d'art aussi, hein, votre papa. Justement, ça va du coup peut-être vous intéresser, puisque la Maison Rouge à Paris présente toute une série d'œuvres réalisées par 91 artistes qui n'étaient pas tout à fait dans leur état normal. Comprenez, ils avaient utilisé des substances diverses, des psychotropes, des produits interdits, devenus une source d'inspiration, de réflexion aussi sur l'usage de la drogue. Des artistes et des œuvres sous influence, ou comment l'usage du peyote, de l'opium, en passant par le hashish ou le LSD, a-t-il influencé le cours de la création ? Vous avez devant les yeux des exemples du processus même
de la pensée qui est transformée par la substance chimique et qui se met à voir les choses invisibles que les autres ne voient pas sans cela. Henri Michaud est un exemple lumineux du phare, de celui du voyant, comme disait Rimbaud. Des voyants pour ouvrir le regard. Sans tabou, ni a priori, c'est la démarche de cette exposition qui s'ouvre à la Maison Rouge à Paris. Une première dans le monde, 250 œuvres, 91 artistes, et le choix est loin d'être exhaustif. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de montrer aussi le côté clinique. C'est montrer aussi les corps, éventuellement les souffrances des personnes. C'était pas une histoire d'être voyeur, c'était pas une histoire de se dire c'est bien, c'est pas bien. Mais il y a eu beaucoup de rencontres et donc je voulais en faire le constat. Un constat qui pose aussi la question des dépendances et de leur douleur, du mal-être de l'artiste qui abuse pour tenir, produire, jusqu'à se perdre. Et de l'artiste qui regarde ce qui consomme, dans la joie et dans l'impasse. La prise de psychotropes, c'est comme marcher sur le fil du rasoir. Dans certains cas, on peut penser que l'usage de drogue a aidé certaines personnes à prendre du recul par rapport à leurs souffrances, par rapport à leurs problèmes, pour avoir, par rapport à ces difficultés, à ces traumatismes éventuels, un recul suffisant pour essayer de les universaliser, d'en faire une œuvre que d'autres personnes peuvent éprouver. Cette exposition osée a le mérite d'ouvrir à un formidable questionnement. De quoi éclairer notre lanterne par-delà le bien et le mal, et ça, sans aucune substance extérieure. Et voilà, c'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Merci encore à Emmanuel Bernheim d'être venu nous parler donc de Tout s'est bien passé. Le roman est paru chez Gallimard. Et on va se quitter en musique avec le rock énergique des Anglais de Jim Jones Review. Ils sont de retour avec un nouvel album de Savage Heart et dont voici un extrait. Merci à tous de nous avoir suivis.